En sommaire, je vais vous présenter très rapidement Madininer parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous nous connaissent. Ensuite, la surveillance de l'air. Alors, il était important pour moi de vous présenter un peu tout ce qu'on fait parce que comme ça, c'est dans ce sens que vous pourrez savoir comment aller chercher aussi l'information auprès de Madininer. Donc, connaître un peu un panel de tout ce qu'on fait au sein de l'Observatoire de la qualité de l'air. Ensuite, un résumé de la pollution de l'air avec quels sont les polluants majeurs qui sont responsables d'une mauvaise qualité de l'air. Une communication air santé parce que l'amélioration aussi de la qualité de l'air passe par cette sensibilisation et aussi liée à l'exposition des gens passe par cette sensibilisation. Et ensuite, les perspectives à court terme qui sont mises en place au sein de Madininer pour pouvoir améliorer les connaissances sur la qualité de l'air de notre territoire. Ça a disparu. Donc Madininer, c'est l'Observatoire de surveillance de la qualité de l'air. Il en existe un par région et tous les observatoires sont donc fédérés par les fédérations Atmo. En Martinique, c'est Madininer qui a été créé en décembre 1998. On est agréé par le ministère de l'Environnement et on est sous couvert d'un titre associatif avec des premières mesures qui datent de 2000. Donc on a plus de 20 ans d'historique de mesures de qualité de l'air sur le territoire de la Martinique. En 2021, Madininer compte une équipe de 16 salariés. La gouvernance de l'association, c'est donc 4 collèges qui régissent l'association, le collège de l'État, des collectivités, des industriels et des associations et personnes qualifiées. Chaque représentant est représenté au bureau de Madininer de manière identique, ce qui permet une équité et une transparence des résultats transmis à la population. Donc maintenant, la surveillance de la qualité de l'air. Donc quelles sont nos missions au sein de l'Observatoire ? Nous avons une première mission qui est de surveiller la qualité de l'air, puis de prévoir, d'étudier spécifiquement des études sur notre territoire, d'accompagner et puis également d'informer. Donc la surveillance de la qualité de l'air, elle se fait par un système de réseaux de mesures fixes qui sont répartis sur le territoire sur 2 zones de surveillance. Une zone à risque qui est définie en orange et une zone régionale. La zone à risque regroupe forcément les communes dans lesquelles il y a plus de risques de dépassement des normes environnementales sur les polluants réglementés dans l'air. Ces zones définissent la stratégie de surveillance à mettre en place sur le territoire. Ainsi, Madininer, en 2021, compte 12 stations de mesure et 15 polluants qui sont mesurés en continu sur ces stations. Pour s'assurer de la qualité de la mesure qui est réalisée, Madininer a à disposition un laboratoire de métrologie. Ce laboratoire de métrologie va s'assurer de la calibration des appareils dans les stations. Donc tout ce dispositif, en fait, est là pour s'assurer que la mesure qui est faite par les analyseurs respecte les exigences européennes de mesure et donc assure la fiabilité de la mesure réalisée. Ce laboratoire de métrologie est un laboratoire qui relie également les régions de Guadeloupe et de Guyane. L'important aussi est de pouvoir informer de cette qualité de l'air et là, pour ça, il existe donc un nouvel indice qui est sorti au 18 janvier de cette année qui permet d'informer la population de la qualité de l'air. C'est un indice qui est communalisé, donc qui est à l'échelle de la commune et qui a 6 qualificatifs qui vont de bon, moyen, dégradé, mauvais, extrêmement mauvais, très mauvais et extrêmement mauvais. Ce nouveau dispositif se base sur de la modélisation, c'est-à-dire qu'en fait, il va se baser sur les modèles de prévision de qualité de l'air. Et il inclut un nouveau polluant qui est le PM2,5, donc les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, ainsi que les polluants réglementés dans l'air, qui sont donc les PM10, les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, le dioxyde d'azote, NO2, l'ozone et le dioxyde de soufre. Ce nouvel indice est basé sur les seuils européens et il est disponible sur notre site internet, bien entendu. Une des missions de Madininer est également d'alerter. Donc, Madininer est mandaté par la préfecture pour alerter en cas de pic de pollution. Il y a donc sur les polluants réglementés des seuils qui définissent
un pic de pollution et donc des actions à mettre en œuvre de manière courte. Ces pics de pollution sont donc définis sur 2 seuils, un seuil d'information et d'alerte, un seuil d'information et de recommandation, et un seuil d'alerte. Donc Madine INER est mandatée lors d'un pic de pollution pour informer les autorités compétentes, les médias, les organismes de santé de ce pic de pollution. Il y a donc un communiqué qui est envoyé et ce communiqué va informer du dépassement, de quel polluant concerné, de quel seuil concerné, mais également du dépassement qui peut se faire sur les jours suivants et des recommandations sanitaires associées qui ont été mises en place par l'Agence régionale de santé. Et des conseils également à la population pour limiter son exposition, mais aussi pour limiter la pollution de l'air. Une des missions de l'association est aussi de pouvoir associer et accompagner les acteurs locaux. Pour ça, nous incluons des actions air dans les différents plans régionaux, notamment le plan régional santé-environnement, dans lequel il y a plusieurs actions air qui ont été menées sur le territoire. Également, inclure des actions air et apporter des éléments d'aide à la décision pour les collectivités, pour pouvoir les aider à prendre les bonnes décisions en faveur de la qualité de l'air, notamment des décisions sur l'aménagement ou sur la mobilité. S'associer à des projets de recherche transversaux. Donc, on a pu participer à des projets de recherche, notamment avec l'université, le CHUM, mais également des laboratoires nationaux. Accompagner les acteurs économiques dans des démarches de croissance verte et suivre les feuilles de route qui sont définies par rapport au fait qu'il y a donc un dépassement des normes environnementales en Martinique. Il y a donc des feuilles de route qui sont menées par l'ADEAL avec les collectivités pour trouver des actions à court terme pouvant réduire la pollution de l'air. Donc Madine INER va accompagner dans l'élaboration de ces actions. Et puis élaborer également le plan de surveillance de la qualité, le programme de surveillance de la qualité de l'air qui est valable tous les 5 ans. Mais la surveillance de la qualité de l'air, vous l'avez vu, elle se fait sur certains points de mesure. L'important est quand même de pouvoir évaluer sur beaucoup plus de polluants et sur tout le territoire. Et pour ça, on fait des évaluations de la qualité de l'air. En air extérieur, il y a donc une vingtaine de techniques de mesure, une centaine de polluants qui peuvent être mesurés, les paramètres météorologiques qui sont également pris en compte pour interpréter la pollution de l'air. Et pour ça, donc, Madine INER participe à de nombreuses études, notamment évaluer la qualité de l'air dans l'environnement des industriels. Donc, on le fait sur 13 industriels de l'île. Également, évaluer la qualité de l'air dans des zones non couvertes par la mesure fixe ou sur des polluants non surveillés réglementairement par les stations de mesure fixe. Répondre aux besoins des collectivités. Pour ça, on réalise des programmes avec les collectivités et on réalise environ 9 études par an spécifiques à chaque collectivité et répondre à des demandes particulières et des demandes spécifiques sur le territoire. Mais la qualité de l'air, c'est pas seulement l'extérieur, c'est aussi l'intérieur, parce qu'on passe beaucoup de temps en air intérieur. Et Madine INER a donc depuis plus de 10 ans développé beaucoup son expertise en qualité de l'air intérieur. Et on a donc une vingtaine de techniques de mesure disponibles pour mesurer une quarantaine de polluants en air intérieur et également des paramètres d'air intérieur qui sont importants comme le renouvellement d'air, la température, l'humidité. Et donc, on a participé à des projets, par exemple, où on a répondu à un appel à projet de l'ADEME sur les bâtiments tertiaires et d'enseignement en Martinique, qui a conduit à un guide spécifique aux Antilles sur comment améliorer sa qualité de l'air intérieur, qui va du constructeur jusqu'à l'occupant. On a également fait des diagnostics de la qualité de l'air dans les écoles, accompagner les collectivités dans ces diagnostics et réponse à des demandes spécifiques pour les entreprises, les collectivités, les écoles, etc. La surveillance de la qualité de l'air, c'est aussi informer la population de toutes les mesures qu'on peut faire et toutes les données qu'on peut recueillir. Et pour ça, donc, on a différents outils qui nous le permettent, comme le site internet, des bulletins quotidiens, des bulletins mensuels, les réseaux sociaux, les supports institutionnels, les rapports d'activité, les médias. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu un bilan de la qualité de l'air. Je pense qu'il était important de vous présenter tout cet aspect un peu de surveillance parce que comme ça, vous avez une idée un peu de ce qui est fait et des informations que vous pouvez trouver au sein de Madine INER. Et maintenant, du coup, je vais vous présenter de manière un peu succincte la pollution de l'air en Martinique.
Donc, quels sont les polluants qui sont surveillés, les polluants réglementés qui sont surveillés? Il y a donc le dioxyde d'azote, comme je le disais, qui est vraiment un traceur de la pollution automobile, et vous le verrez. Il y a le dioxyde de soufre, les particules fines, PM10, PM2,5, donc les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres ou à 2,5 micromètres qui rentrent dans le système respiratoire. On a l'ozone, les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzoapyrène, qui est un composé qui est cancérigène. Et puis, il y a également le benzène. De ces polluants, on peut noter que par rapport aux 20 ans de mesures qui sont faits, on a soit des risques de dépassement des normes, soit des dépassements des normes environnementales, soit on peut dire que depuis 20 ans, on a quand même peu de risques sur ces polluants, même s'il y a un suivi constant. Donc sur le dioxyde de soufre, l'ozone ou les métaux et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, on a pu observer quand même qu'on avait peu de risques de dépassement des normes sur les quelques années, sur les 5 dernières années. Sur le dioxyde d'azote, on a quand même un risque élevé et vous le verrez que c'est vraiment lié à la pollution automobile. Et je vais vous le présenter plus en détail juste après. Sur les particules également, ce n'est pas un secret, en Martinique, il y a vraiment une problématique sur les particules, et notamment les particules fines PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Et je vais vous présenter également du coup les normes qui ont pu être dépassées. Et quelles sont les sources responsables de ça? Et puis, on a pu observer aussi des risques modérés sur le benzène, notamment en proximité de trafic. Donc, on est un peu sur le même risque que celui que la source liée au dioxyde d'azote. Donc, sur le dioxyde d'azote, qui est le principal polluant automobile, vous avez en haut à gauche une carte qui montre la spatialisation des concentrations en dioxyde d'azote sur les principaux axes routiers. Donc, qui va sur la route nationale, sur toute la zone de la CACEM, qui est en fait la zone qui regroupe la plus grosse problématique de dioxyde d'azote sur la Martinique. Et vous voyez bien qu'en suivant la rocade, on a une concentration en dioxyde d'azote qui est quand même plus élevée au niveau de la rocade et également de l'autoroute, et sur une partie aussi de la route nationale 1 qui va vers le Robert. Donc c'est un polluant autoritaire automobile qui est vraiment majoritaire sur les principaux axes routiers et notamment la rocade. Sur la carte en bas à droite, vous avez la spatialisation des tendances. Donc c'est-à-dire qu'en fait ces études on les réalise depuis un certain nombre de temps et on évalue du coup la tendance. Est-ce qu'on est vers une augmentation de ce polluant ou vers une diminution de ce polluant sur les différents axes routiers? Et donc sur cette carte de tendance, vous voyez qu'en fait, si on va vers le bleu, c'est qu'on a une tendance plutôt à la baisse. Et si on va vers le rouge, c'est qu'on a une tendance plutôt à la hausse. Donc en fait, malgré qu'il y ait des dépassements des normes, donc la carte en haut à gauche rouge sur la rocade et l'autoroute, on voit quand même que sur la rocade et l'autoroute, on est sur des tendances plutôt à la stagnation ou à la baisse des concentrations en dioxyde d'azote. Il existe toujours des risques de dépassement, mais on est quand même sur une tendance plutôt à la baisse. Et par contre, on peut observer qu'il y a quand même une partie comme la route nationale 9 qui passe vers l'ARS, vers les temps abricots et qui remonte et qui croise donc le pont de Châteauboeuf. On voit que là, par contre, cet axe a vraiment une tendance à la hausse des concentrations en dioxyde d'azote. Alors ça paraît totalement logique puisque c'était un des projets justement de la CACEM de déporter une partie de la pollution de dioxyde d'azote sur Bishop vers la RN9. Donc on voit bien en effet qu'il y a une tendance à la hausse sur cet axe routier des concentrations en dioxyde d'azote. Alors là, c'était jusqu'en 2009, parce qu'en fait, l'année 2020 est quand même très particulière. Donc j'avoue que je ne l'ai pas inclus forcément dans les statistiques que je vais vous montrer, mais je l'ai traité un peu à part. L'année 2020 était particulière puisqu'elle a été impactée par la crise sanitaire et par notamment donc, la période de confinement sur lequel il y avait vraiment une circulation très restreinte. Donc là, c'est l'impact de la pollution automobile en 2020. Donc là, c'est une carte qui montre de la modélisation, c'est-à-dire qu'on a modélisé la qualité de l'air, on n'a pas été mesuré, on a fait une modélisation, on a scénarisé la qualité de l'air. Donc également sur les axes routiers, le centre de Fort-de-France.
Et on voit qu'avant le confinement, on avait des concentrations, donc c'est la même chose, hein, sauf que c'est de la modélisation, c'est la concentration en dioxyde d'azote, hein, le principal polluant automobile. Et on voit donc on a des parties rouges hein, qui représentent donc le risque de dépassement des normes environnementales. Et on voit qu'en effet, le risque est élevé sur la rocade, hein, toujours pareil que la mesure, et sur la première partie de l'autoroute, et également en centre un peu au niveau du centre de Fort-de-France. Et en fait, on a donc modélisé quand il y a eu la période de confinement, hein, du 17 mars au 10 mai, donc où les véhicules, forcément, il y avait beaucoup moins de véhicules sur la route. Et on voit que durant cette période de confinement, donc j'ai marqué après, mais c'est pendant le confinement, pardon, on voit qu'on a une nette amélioration hein, des concentrations en dioxyde d'azote, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de véhicules, donc on voit bien l'impact de la pollution automobile sur les concentrations en dioxyde d'azote. Et puis, cet outil a permis également d'estimer du coup la population impactée par ces dépassements. Et grâce à la période de confinement, on peut le dire, il y a 738 personnes qui ont été épargnées par des dépassements de la valeur annuelle en dioxyde d'azote. Donc, il y a quand même 738 personnes qui ont été protégées des dépassements en dioxyde d'azote sur l'année 2020 grâce à cette période de confinement. Donc on voit bien, grâce à ces cartes, l'impact du dioxyde d'azote sur la qualité de l'air des personnes à proximité des axes routiers. Maintenant, je vais vous parler un peu des particules fines, PM10, donc, qui dépassent les normes environnementales. Donc ce graphique représente les concentrations depuis 2001, depuis le début des mesures jusqu'en 2019, des concentrations en particules fines PM10. En rouge, c'est sur toutes les stations. Et en bleu, c'est les stations de fond. Donc la différence, c'est que la rouge comprend également les stations à proximité des axes trafic. Donc la première constatation qu'on voit, c'est que on a quand même une concentration sur les stations de fond, une concentration en particules fines, qui est quand même... Alors, ce graphique ne représente pas les concentrations, il représente le nombre de jours de dépassement de 50 microgrammes par mètre cube. Donc la valeur limite annuelle est fixée à 50 microgrammes par mètre cube jour. Et on a le droit, enfin quelque part, c'est-à-dire que dépasser la norme, c'est si on dépasse plus de 35 jours par an. Voilà. Donc le trait rouge, en fait, c'est le nombre de dépassements autorisés au-delà de ce jour. Au-delà de 35 jours par an, on considère qu'on dépasse les normes environnementales, c'est-à-dire qu'on dépasse le nombre de jours autorisés de 50 microgrammes par mètre cube jour. Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que les stations de fond ont quand même des années sur lesquelles il y a des dépassements du nombre de 35 jours de dépassement. Donc, on a bien une concentration de fond en particules fines en Martinique et qui est notamment due à l'impact de la brume de sable qui amène des quantités importantes de particules. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que l'histogramme rouge qui montre toutes les stations et qui montre notamment les stations de trafic, les stations de proximité, qui incluent les stations de proximité, on voit quand même que sur ces graphiques rouges, il y a bien une influence de la proximité automobile sur les concentrations en particules parce qu'il y a plus de dépassements sur le graphique rouge que sur le bleu. Donc il y a bien une influence de l'activité automobile sur les concentrations en particules fines. Donc encore une fois, je n'ai pas traité 2020 de la même manière parce qu'en plus de la période de confinement, il y a eu quand même un événement majeur en 2020 qui est ce qu'on a appelé l'événement Godzilla, qui est les concentrations. Il y a eu des concentrations très importantes en particules fines par un épisode de brume de sable majeur, jamais mesuré en 20 ans de mesure, avec des concentrations extrêmement importantes et des records de concentration. Donc le graphique que je vous présente à gauche, c'est l'évolution des concentrations pendant ces événements qui s'est passé en juin 2020. Là, en bas à droite, vous avez donc la carte qui montre bien l'épisode de brume de sable avec des quantités très importantes de brume qui sont arrivées au niveau de l'Atlantique, qui sont arrivées de l'Atlantique.
Et donc, vous voyez, donc, sur toutes les stations de mesure de fond, on voit l'évolution des concentrations et les différents seuils qui ont été dépassés. Donc, en jaune, vous avez le seuil d'information et de recommandation, et en rouge, le seuil d'alerte. Donc, on a largement dépassé le seuil d'alerte pendant cet épisode, et sur plusieurs jours. Le tableau de droite vous montre les records, en fait, un peu le top 10 des concentrations qu'on a pu mesurer depuis 20 ans de mesure. Et qu'on voit qu'en 2020, cet épisode Godzilla a enregistré 4 jours records dans le top 10 des dépassements en particules fines, avec des concentrations journalières de 274 microgrammes par mètre cube, quand le record avait été atteint en 2018 avec 189. Donc on était vraiment sur des concentrations extrêmement élevées et jamais atteintes en 20 ans de mesure de madininaire. Donc la question qu'on se pose depuis quelques temps, c'est un peu qu'est-ce qui se passe réellement en Martinique sur ces particules fines? Quelle est la quantité qu'on peut retrouver liée aux brumes? Quelle est la quantité qu'on retrouve liée au trafic? Quelle est la composition chimique de ces particules? Et donc Madininaire est en train d'élaborer un bilan un peu des données sur les particules qu'on a depuis 20 ans de mesure dans un rapport complet qui sortira prochainement. Et qui reprendra un peu le bilan de ces mesures qu'on fait depuis 20 ans avec des statistiques de données pour voir quelle est la tendance réellement des particules sur la Martinique. Et également, ce rapport reprendra une base biblio des études qui ont pu être faites donc sur l'arc antillais pour essayer de comprendre quelle est la composition de ces particules, quel est l'impact de ces particules, notamment sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Et donc, il y aura également un volet sur la composition chimique des particules pour voir ce qu'on peut retrouver en termes de composition. Donc, ce rapport devrait sortir bientôt et donc, une fois qu'il sera sorti, il sera bien entendu disponible à tous pour avoir déjà cette base d'informations. Alors, il répondra peut-être pas forcément à toutes les questions, mais il permettra au moins de donner des pistes sur ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut approfondir. Donc, un autre aspect également de la pollution de l'air en Martinique et spécifique à notre territoire, c'est les algues sargasses. Et c'est les concentrations en hydrogène sulfuré et en ammoniac mesurées sur le littoral atlantique et le sud de la Martinique. Donc, Madininaire dispose d'un réseau de mesure qui est financé par l'Agence régionale de santé, de capteurs qui sont à gauche. Ce sont des capteurs autonomes qui mesurent en continu les différents polluants, l'hydrogène sulfuré et l'ammoniac, et qui permet une information en continu et transmise directement à Madininaire. Donc, ils sont complètement autonomes. Ils sont disposés sur, donc c'est la carte en bas à droite, ils sont disposés sur le littoral atlantique et le sud de la Martinique et ils mesurent en continu sur ces 16 sites de mesure les concentrations en hydrogène sulfuré et en ammoniac. L'objectif de ce réseau est vraiment un objectif pour répondre aux besoins sanitaires. L'hydrogène sulfuré n'est pas un gaz réglementé dans l'environnement. Et donc, il a dû être nécessaire de développer quelque chose de spécifique à notre territoire, avec des seuils qui ont été définis par le Haut Conseil de santé publique, qui ont été définis pour évaluer un risque d'exposition à la population. Donc là, c'est un peu un bilan des mesures qui ont été faites depuis que le réseau existe, en 2015. Donc ce graphique représente le nombre de dépassements du seuil qui ont été fixés. Donc il y a 2 seuils qui ont été fixés. Ce sont des seuils journaliers, donc sur les concentrations journalières. Il y a un seuil à 1 ppm et un seuil à 5 ppm. Donc le graphique représente en orange le nombre de dépassements par site de mesure sur les 16 sites de mesure qui sont surveillés. Donc ce graphique représente les concentrations, le nombre de dépassements en orange du seuil de 1 ppm et le nombre de dépassements du seuil de 5 ppm en rouge. Donc vous avez également les valeurs en dessous. La courbe bleue représente la concentration maximale jour qui a été mesurée sur les différents sites. Ce graphique ne tient compte que de l'hydrogène sulfuré parce que l'ammoniac il n'y a pas beaucoup d'émissions d'ammoniac liées à
À la Sargasses, merci. Et donc, du coup, je ne les ai pas présentés parce qu'il n'y a que très peu de risques, même si la donnée est disponible sur notre site Internet. Donc, ce qu'on peut voir de ce graphique, déjà, c'est qu'il y a 4 sites qui enregistrent depuis 5 ans des dépassements de 5 ppm. Ces sites sont essentiellement au niveau des communes du Robert, du François et du Vauclin. Donc, le réseau de mesure va mesurer, comme vous l'avez vu sur la carte, de Marigot jusqu'au Diamant. Mais on a observé surtout des concentrations élevées et des dépassements des seuils sur les communes du Robert, du François et du Vauclin. Et c'est le site Frégate Est qui enregistre le plus de dépassements des normes depuis 5 ans de mesure. Qui enregistre donc le plus de dépassements des seuils de 5 et de 1 ppm et qui enregistre également la concentration maximale journalière qui a quand même atteint presque 10 ppm. Donc c'est quand même une concentration très importante en hydrogène sulfuré. Sachant qu'en plus ce sont des concentrations jour, moyennées sur la journée. Ça ne tient pas compte forcément des pics horaires qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 20 ppm. Alors, les mesures, c'est important, mais il y a aussi toutes les actions de communication et de sensibilisation sur l'action Air Santé qui est aussi important. Et Madeleine Linaire donc s'implique dans des actions plan régional santé-environnement pour notamment sensibiliser, donc que ce soit la population, mais aussi les partenaires et les collectivités sur la problématique de l'air, et notamment en lien avec la santé. Donc en 2019-2020, il y a des actions plan régional santé-environnement qui ont été faites avec des affiches sur les épisodes de pollution et les gestes à adopter, qui ont été notamment distribuées auprès des médecins, des EHPAD, des PMI, des CCAS, des crèches, etc. Et puis des écoles. Et il y a également un partenariat qui est important avec l'URML, donc sur ces actions de sensibilisation où Madeleine Linaire participe à des conférences sur l'asthme, l'allergie, que ce soit en air intérieur ou en air extérieur, et également un webinaire sur l'asthme et l'allergie, et si c'était l'air de la maison. Donc il y a quand même beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont menées, de communication en lien avec cette problématique air santé. Quelles sont les perspectives ? Donc les perspectives pour améliorer la qualité de l'air sur notre territoire, pour améliorer les connaissances de la qualité de l'air sur notre territoire, eh bien, ça comprend par exemple des perspectives sur des polluants qui ne sont pas réglementés et qui ne sont pas surveillés quotidiennement, comme par exemple les pesticides. Qui ont été mesurés et une nouvelle étude va être menée à partir de cette année. Il y a également les moisissures pollen qui n'ont du coup le dernier calendrier pollinique de la Martinique date de 96. Donc l'idée était de remettre à jour ce calendrier pollinique et pour ça il va y avoir des mesures de moisissures pollen qui vont démarrer là, d'ici une semaine sur le territoire sur 3 sites de mesure. Il y a également améliorer les connaissances sur la spéciation chimique des particules et notamment la mesure du black carbone, qui est donc le carbone suie, dont on retrouve des concentrations non négligeables en Martinique, en comparaison de grandes villes françaises. On retrouve des concentrations qui sont relativement équivalentes à ce qu'on peut retrouver à Marseille. Donc il est quand même important de suivre ce composé et pour ça, donc, il va y avoir des mesures qui vont être spécifiques sur le black carbone sur notre territoire. Il faut que je speed. Et puis ensuite... 5 minutes. D'accord. Et puis ensuite, également sur la qualité de l'air intérieur, parce que c'est aussi une problématique de pollution atmosphérique qui est liée donc justement à notre qualité de l'air intérieur et donc améliorer ses connaissances. Donc je voulais juste mettre un point précis sur les pesticides, puisqu'on a eu une étude pesticides, on a participé, Madeleine Linaire, à une campagne nationale sur les pesticides en 2018-2019, une campagne nationale qui a permis la mesure sur un site rural en Martinique, mais qui s'est déroulée dans toutes les régions en France. Le but de cette campagne était de pouvoir avoir un état des lieux un peu des pesticides en France et de pouvoir orienter l'ANSES notamment sur les normes qui peuvent développer en termes de pesticides dans l'air. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune norme sur les pesticides dans l'air.
Donc il y a 16 prélèvements qui ont été effectués sur un an entre 2018 et 2019 et 75 substances recherchées. De ces résultats, il a été détecté 13 substances actives. Il a été quantifié 7 substances et 2 fréquemment quantifiées qui sont le métolachlore et le pendiméthaline qui ont également été quantifiés dans d'autres régions en France. Alors, l'avantage de cette étude, c'est quand même d'avoir une première information. L'inconvénient, c'est que malheureusement, ça ne donne pas une information qui peut être comparable ou qui peut être exploitable parce que finalement, on est sur une donnée qui est nationale. Donc l'idée était de pouvoir améliorer quand même l'interprétation des données, c'est-à-dire déjà savoir est-ce que c'est beaucoup, est-ce que ça l'est pas, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de normes. Donc l'idée était de pouvoir améliorer les connaissances sur ces pesticides et donc en 2021-2022, il va y avoir une étude qui sera menée et cette fois qui comparera 2 sites. En Martinique, un site rural et un site urbain. Donc déjà, on aura une information un peu de comparaison entre 2 sites en Martinique qui nous permettra déjà de juger le niveau de pesticides qu'on peut retrouver. On va donc rechercher les pesticides de la CNEP, mais aussi spécifier des pesticides propres à la Martinique, utilisés en Martinique, et notamment la mesure du glyphosate qui n'avait pas été fait dans le cadre de la CNEP. Donc c'est une mesure qui sera également faite, le glyphosate dans l'air, cette année. Et pendant un an, donc 2 sites vont mesurer en parallèle et ça permettra donc de pouvoir comparer les sites entre eux et de pouvoir du coup évaluer un peu le niveau des pesticides qu'on peut retrouver en comparant 2 sites entre eux. Donc non seulement les pesticides identifiés, mais aussi avoir une idée, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Et puis également évaluer les glyphosates qui vont pouvoir être mesurés dans le cadre de cette étude. Et la dernière donc, c'était juste un point également sur les perspectives sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Donc, Madininer réalise depuis plus de 10 ans des mesures de qualité de l'air intérieur. Mais il y a 3 projets qui ont été déposés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront validés, mais je pense qu'il était intéressant quand même que vous sachiez qu'il y a 3 projets qui sont déposés pour justement améliorer les connaissances de l'air intérieur et notamment un projet sur la spéciation chimique des particules en air intérieur. Pour pouvoir donner des pistes à notre population qui nous dit oui mais en cas de pic de pollution qu'est-ce que je fais, est-ce que j'aère, est-ce que je n'aère pas, sachant que ils sont tout le temps exposés puisque c'est un pic qui est lié à une exposition par exemple à la brume, etc. Donc en améliorant les connaissances sur les particules en air intérieur, on pourra peut-être orienter au mieux les recommandations pour pouvoir limiter les expositions de la population. Le deuxième projet, c'était sur la qualité de l'air et le télétravail. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'en termes de qualité de l'air, venir travailler, prendre sa voiture et venir travailler ou finalement rester chez soi? Mais quelles sont les habitudes des gens chez eux pour dire qu'ils ont une bonne qualité de l'air intérieur? Donc, l'idée était de faire des mesures avec des personnes qui vont télétravailler et qui vont être chez soi et évaluer un peu cette différence de qualité de l'air quand ils télétravaillent. Et puis le dernier projet, c'était de pouvoir faire les pesticides en air intérieur également et pour voir un peu quelles sont les populations qui peuvent être, comment les populations peuvent être impactées ou pas par les pesticides en air intérieur et notamment aussi les pesticides de leur propre usage. Voilà, donc c'était un peu une présentation un peu... J'ai essayé de balayer un peu tout ce qu'on fait. Donc je reste disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.